Ce soir à l'émission, le défi vélo de la Fondation Femina rapporte 16 000 $. L'activité de cyclisme rejoignait un public qui n'était pas déjà touché par la Fondation, c'est-à-dire les hommes. Et une trentaine d'entreprises recrutent à la Journée de l'emploi des Laurentides. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est du mariage. Donc, on a vraiment les entreprises qui ont des besoins, on a des visiteurs, des chercheurs d'emploi qui ont des besoins. En entrevue, je reçois Mathis Marino, qui nous fait part des revendications de la relève agricole du Québec. On parle d'un déficit d'à peu près 130 millions de $. Je m'entretiens également avec l'autrice philanthropique Ginette Levesque à propos de son recueil de nouvelles intitulé « Les butineuses ». Pour raconter toutes de petites histoires, des petits récits de vie. Enfin, Laurence Bourgeois nous dévoile les activités à venir au Centre de création de Boisbriand. Aujourd'hui, je viens vous parler des 2 présentations qui vont ouvrir la saison, alors l'Empreinte et Vivat Viva. Bienvenue à Accès local. Jeudi 25 septembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le 13 septembre dernier, la Fondation Femina tenait un événement qui s'appelait le Défi Vélo. C'était la 4e édition. Les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, exactement. Ce sont 16 000 $ qui ont été amassés pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales lors de la levée de fonds. Alors, je vous laisse découvrir l'événement ainsi que la mission de la Fondation dans notre reportage de ce soir. On est là pour sensibiliser les gens de la communauté comme quoi la violence conjugale existe, puis elle existe tout autour de nous et on est là aujourd'hui pour faire une levée de fonds, pour amasser des sous pour que la Fondation Femina puisse remettre les ressources financières aux maisons d'hébergement qui sont là pour les femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, on a fait un défi vélo. Donc, on a eu 12 cyclistes, 3 femmes, 9 hommes qui ont parcouru une boucle de 100 km pour sensibiliser les gens à la violence conjugale et aussi pour amasser des fonds. Et en même temps, on a eu au-dessus de 45 marcheurs qui se sont inscrits pour faire une boucle de 5 km ici à Blainville même. Et les marcheurs sont tous revenus au point de départ pour pouvoir recevoir nos 12 cyclistes à la fin de leur défi. Considérez ça comme des amis qui se réunissent autour d'une bonne cause. En tant que membre du CA, je voulais trouver quelque chose pour ajouter aux activités de la Fondation. Puis je trouvais que l'activité de cyclisme rejoignait un public qui n'était pas déjà touché par la Fondation, c'est-à-dire les hommes. Donc je me suis dit, je réunis des hommes, les sensibiliser sur la cause, puis profiter en même temps pour ramasser des sous pour la Fondation. Il y a 2 éléments. Donc, il y a le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent à cause des hommes. Pas grâce, mais à cause. C'est les hommes qui causent des décès. C'est des femmes qui sont tuées. Puis ça donne une opinion que tous les hommes peuvent être méchants ou peuvent être agressifs ou quoi. Puis c'était pour donner un peu la balance, dire qu'il y a encore des hommes qui sont sensibles à ce genre de fléau-là. Et donc, c'était pour montrer aux autres hommes qui se sentent pas fiers de voir qu'il y en a qui tuent, mais montrer aux autres que oui, il y a encore de l'espoir, on peut encore équilibrer les choses, sinon même renverser la tendance, puis montrer aux femmes qu'elles peuvent être en sécurité. Puis j'ai 2 filles. J'ai maintenant une petite fille. Donc pour moi, ça allait de soi que je m'implique de cette façon. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait subir la violence, il y a de l'espoir, il faut aller chercher de l'aide. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas rester dans cet engrenage-là et puis se dire de toutes les façons, je suis violent, donc peu importe. Non, on peut changer la tendance. Si vous n'avez pas été un instigateur d'une violence, sensibiliser les gens autour de vous qui vous voyez, qui ont tendance à engueuler, crier ou bien faire quoi que ce soit qui serait contre une femme ou quoi que ce soit, ou bien de la violence, elle peut être verbale, elle peut être physique. Dès que vous êtes témoin, faites quelque chose. Puis entre amis, entre chums, on peut se dire la vérité. Donc si jamais ça fonctionne pas, allez prendre un verre avec le chum, puis demandez-lui comment on peut l'aider à désamorcer
Puis c'est pas parce qu'on a vécu dans un milieu où il y a de la violence qu'on nous aussi on est condamné à faire de la violence. Donc ça peut changer. Les femmes peuvent être un peu plus réticentes à participer à des activités, un peu plus renfermées, peut-être agir différemment quand le conjoint ou l'ex-conjoint est à proximité. Donc, c'est vraiment des trucs comme ceux-là qu'on peut vraiment reconnaître des fois, qui peuvent nous donner un indice comme quoi que peut-être qu'il y a un problème et peut-être que cette femme-là a besoin de se faire écouter ou tout simplement peut-être même réaliser par elle-même aussi qu'elle est victime. Donc, chaque attention qu'on peut porter comme ça peut réellement faire une différence. Il y a des ressources qui existent pour elle. Il y a quand même plus d'une centaine de maisons d'hébergement à travers la province de Québec. Les maisons offrent des services externes aussi, même si elles n'ont pas besoin d'hébergement. Si elles s'inquiètent puis elles ne savent pas encore si elles sont victimes réellement de violences conjugales, parce qu'on sait que la violence peut prendre plusieurs formes, c'est de tendre la main, de faire appel à SOS violence conjugale. Je dis toujours que je souhaite ne plus en faire. Je souhaite ne plus faire de vélo pour la Fondation. Je souhaite que la Fondation ferme, parce que le jour où la Fondation va fermer, c'est qu'il n'y a plus de maison pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, il n'y a plus de violences conjugales, puis tout le monde vit bien. Donc, c'est ce que je souhaite. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui. Je souhaite qu'un jour, on puisse être vraiment l'organisme qui existe au Québec, qui est reconnu pour appuyer toutes les maisons, parce qu'on sait que les ressources sont quand même limitées. Les maisons ont besoin de ressources additionnelles. On entend aussi souvent parler comme quoi qu'il n'y a même pas assez de place dans les maisons d'hébergement. On entend des fois que les femmes sont sur des listes d'attente pour avoir des services externes. Donc, le besoin est réellement là. C'est une vérité et c'est vraiment actuel. Donc, je souhaite que tout le monde soit sensibilisé à la problématique. Je souhaite que toutes les femmes sachent qu'il y a des ressources pour elles. Et si on est capable de sauver la vie d'une femme, ça va valoir la peine. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la Journée de l'emploi des Laurentides. À plus tard, Claude. La cohorte finissante en interprétation théâtrale du Collège Lionel Groulx présente « Rien ne sert de pleurer sur le lait renversé », une création originale signée par le metteur en scène Nicolas Quentin. L'œuvre présente notamment de courts extraits de textes et de citations d'auteurs, d'autrices et de personnalités publiques. Les représentations auront lieu du 10 au 14 octobre à 19h30, de même que le 11 octobre à 14h au studio Charles Valois. Il est possible de réserver sa place dès maintenant via la billetterie en ligne. Les billets sont aussi payables à la porte le jour du spectacle, en argent comptant seulement. Cette année, le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement était responsable de la coordination d'un projet de concertation pour développer des stratégies régionales de lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques. Grâce à un financement de près de 10 millions de dollars en provenance du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, cette démarche s'inscrit dans le cadre du Plan Nature 2030. Cette initiative permet de protéger la biodiversité du Québec dans les zones identifiées comme prioritaires par les tables de concertation. La Fédération de la relève agricole du Québec vient de publier sa plateforme de revendication visant à assurer à ses membres un avenir prospère, durable et humain. J'en discute avec Mathis Marino, représentant du syndicat de la relève agricole de Laurentides-Outaouais. Monsieur Marino, bonsoir. Bonsoir. Alors, des revendications, il y en a 26. C'est un dossier assez volumineux qu'on ne pourra pas tout regarder en 5 minutes. Elles s'adressent toutes au MAPAC. Parlez-nous en premier lieu, là, pour que les gens comprennent, parlez-nous de la situation de la relève agricole, de la précarité là, dans laquelle elle vit et qu'elle tente de tirer son épingle du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, ça va pas hyper bien au Québec en ce moment. Ouais. Pour la première fois en plusieurs décennies, on est en déficit net au Québec en 2025. On parle d'un déficit d'à peu près 130 millions de dollars agricole net au Québec. Donc, ça va pas très bien. D'accord. Bon, la Fédération a bouclé une tournée de consultation sur le terrain ce qui semble revenir le plus souvent, ça concerne le financement des jeunes entreprises agricoles, l'accès aux terres aussi. Donc, on va commencer par la question du financement. C'est une réforme en profondeur là, des programmes d'appui financier que vous souhaitez. À quoi ça peut ressembler? Un des enjeux qu'on a, c'est que on a 44% des jeunes de la relève agricole qui ont un job sur le côté, à part de leur ferme, pour
y arriver, dans le fond. Juste pour survivre, ils doivent avoir autre job sur le côté, 2 ou 3 ou 4 jobs des fois. Là. Donc, puis ça, quand on a une deuxième job, autre job que la ferme principale, on perd des subventions. On perd accès à certains programmes d'aide financière. Vous les perdez complètement ou c'est coupé, amputé? Ça peut être coupé, ça peut être coupé, ça peut être perdu. Ouais. D'accord. L'accès aux terres, ça, c'est une autre difficulté pour la prochaine génération d'agriculteurs. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Écoutez, depuis les 25 dernières années, les coûts des terres agricoles ont plus que fait x10. Donc, en 25 ans, on fait x10. Seulement en 2024, les terres agricoles ont augmenté de 12,5 %. Seulement en 2024? Seulement en 2024. OK. Puis, il y a une problématique que vous identifiez qui est la spéculation. Il y a des gens qui achètent des terres pour spéculer, pour laisser monter les prix, des terres qui ne sont pas cultivées. Là. Ça ajoute au problème. Effectivement, c'est un enjeu qu'on a. C'est triste à dire, mais les terres agricoles, c'est un bon investissement. Mm-hmm. On parle de 12,5 % seulement en 2024. Le SP500, je ne sais pas s'il fait ça, là, mais pas tout le monde qui a ces rendements boursiers-là. Sur la question de la spéculation, le gouvernement permet maintenant aux villes de surtaxer les propriétaires spéculateurs pour essayer de les inciter à remettre les terres en culture. Dans votre plateforme, c'est-à-dire dans ce que vous identifiez comme des gains, vous parlez d'un gain partiel. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que ce soit un gain total? C'est sûr que ça ne règle pas le problème. Si quelqu'un a l'argent pour la garder, il va payer la surtaxe. Donc, ça peut être un enjeu à ce niveau-là. D'accord. Vous aimeriez qu'on assure aussi une représentation des jeunes agriculteurs au sein des instances décisionnelles? C'est pas le cas en ce moment? On fait partie de certaines instances, mais pas de toutes. Puis c'est un objectif qu'on a en continu. On veut continuer à l'être, on veut l'être de plus en plus loin, de plus en plus impliqué. C'est vraiment un défi tous les jours de se faire entendre de tous les côtés. D'accord. Mais si vos demandes les plus importantes n'étaient pas acceptées, là, dans quel état se retrouverait l'agriculture au Québec? Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Mm-hmm. Il faut qu'on se fasse écouter. Il faut qu'on se fasse rencontrer. On est là pour ça, on est ouvert à ça. Donc... D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui. Oui, puis on a fait qu'effleurer le programme parce que vous souhaitez qu'il y ait des changements en votre faveur au régime d'assurance-emploi. Vous aimeriez avoir accès à des régimes de retraite, qu'on crée des mesures fiscales qui vous aideraient à maintenir vos activités. Vous voudriez que le MAPAC augmente, même double peut-être son budget. Moi, écoutez, j'invite les gens à consulter votre plateforme de revendication sur le site web de la Fédération. Elle est facile à trouver, facile à lire, facile à comprendre. Baptiste Marino, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite le meilleur avenir possible. Merci à vous. Bonne soirée. L'entreprise Entraînement Journée invite la population aux célébrations de son 4e anniversaire le vendredi 26 septembre prochain. L'événement débutera dès 6 heures du matin et proposera des parcours de 5 km pour la course et de 2 km pour les marcheurs. Ensuite, le centre d'entraînement sera ouvert à toutes et tous pour célébrer, et ce, de 7 heures à 9 heures. Plusieurs activités sont prévues, comme de l'animation, des massages et un bar à espresso. La 17e édition du 48 heures vélo, défi caritatif organisé par Rêve d'enfants Canada et qui se tenait du 19 au 21 septembre dernier à l'Aérocité internationale de Mirabel et sur le circuit ICAR, a accueilli plus de 470 équipes et 2800 cyclistes qui ont pédalé pendant 48 heures. Cette édition a permis d'amasser près de 4 millions de dollars. Ces fonds permettront de réaliser les rêves de nombreux enfants gravement malades partout à travers le pays. Elle nous arrive directement du Centre de création Boisbriand. Laurence Bourgeois est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Claude. Nouvelle saison qui commence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à surveiller en octobre? Beaucoup de choses, vraiment. On est bien contents cette année. C'est notre 3e programmation. Je vous l'ai amenée là, juste ici. Donc, elle est sortie le 11 août dernier. Il y a probablement des gens à la maison qui l'ont déjà reçue. On est bien heureux d'offrir cette année pas moins de 11 créations. Puis, on est encore dans la même formule. Donc, on accueille des artistes en résidence pendant 1 à 2 semaines. Ils viennent développer un projet là, dans notre salle. Puis ensuite, ils font une présentation en sortie de résidence où ils nous montrent le fruit de leur travail. Encore une fois, beaucoup de disciplines au menu cette année. Oui. Mais aujourd'hui, là, je viens vous parler des 2 présentations qui vont ouvrir la saison. Alors, l'Empreinte et Vivat Viva.
On commence avec l'empreinte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce spectacle-là? Oui, ben l'empreinte, ça va être un spectacle musical porté par le duo Prairie Como, qui est composé de Benoît Archambault, qu'on connaît très bien, puis de sa fidèle complice Annick Granger. Puis l'empreinte, en fait, c'est le nom de l'album qu'ils ont lancé en février dernier, qui a été vraiment chaudement salué par la critique, on doit se le dire. Excellent album. Vraiment, ça fait du bien. Et dans cet album-là, ils ont revisité, en fait, le répertoire oublié du livre La bonne chanson, que moi-même, je ne connaissais pas. En fait, c'est un répertoire qui contient là, beaucoup de chansons issues de la culture folklorique, autant québécoise que française. On peut penser notamment à la chanson Partons la mer est belle, qui est un peu plus connue, là, qui s'y retrouve. Et bref, lors de cette résidence-là, ils vont travailler sur la mise en scène ainsi que la conception d'éclairage du spectacle. Question là, qu'il y ait un super beau filon entre les chansons. Donc, on va assister à quelque chose qui va non seulement rappeler au public l'importance du répertoire de la bonne chanson dans notre culture, mais vraiment un beau moment intime avec des belles sonorités folk, énormément de guitare, puis des belles harmonies vocales, là, comme eux seuls savent si bien le faire. Et l'aboutissement, en fait, de ce travail-là va leur permettre de présenter le spectacle par la suite partout à travers la province, mais ça va commencer au centre de création, donc avec nous, le vendredi 3 octobre là, à 19h30. Et dis-moi, Laurence, en quoi se distingue cette représentation des autres spectacles? Ben, d'abord, faut savoir que c'est une première pour nous, l'empreinte, dans le sens où c'est la première résidence qu'on reçoit en musique et chanson. On a eu des projets, évidemment, qui avaient de la musique d'intégrer, mais 100% focusé là, sur la musique et la chanson. C'est la toute première fois. C'est la seule discipline en musique et chanson de notre programmation cette année. Puis, ce qui est encore plus spécial, la petite primeur que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'ils vont profiter de cette sortie de résidence-là pour dévoiler de toutes nouvelles chansons au public sur lesquels ils auront travaillé. Et ce n'est pas tout. Ils vont également enregistrer et capter en direct le spectacle sous forme de mini-album. Alors, avec l'énergie du public là, présent, ça va être formidable. Donc, Prairie Como, l'empreinte, live from Boisbriand, comme on dit en bon québécois. Alors, c'est vraiment une occasion là, unique d'assister à ce beau moment de création-là. Là, puis les spectateurs vont pouvoir y prendre part là, également. Et s'entendre applaudir. Oui, c'est ça, s'entendre applaudir. Deuxième proposition, c'est encore une création qui s'appelle Vivat Viva. À quoi on peut s'attendre? Oui, ben là, on va changer complètement de registre. En fait, avec Vivat Viva, on va plonger dans le théâtre. C'est en fait aussi le nom du collectif derrière le projet qui est dirigé par Ghislain Filion. Et on l'a mentionné à plusieurs reprises là, pendant nos différentes capsules, mais le Centre de création a toujours priorisé la relève pour ses résidences artistiques. Mais dans ce cas-ci, on va avoir une relève un peu spécial parce qu'ils ont tous entre 68 et 80 ans. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, mais en fait, on dit relève à la blague, mais c'est en fait des artistes de théâtre d'expérience. C'est ça, c'est vraiment des artistes professionnels qui ont eu le désir de refaire des projets artistiques. Puis ensemble, ils ont imaginé une institution fictive qui s'appelle l'École supérieure de la vieillesse. Alors, ils nous amènent dans cette école-là où les aînés vont devoir apprendre à vieillir comme il se doit. Donc, ralentir, radoter, pas trop déranger. Mais la nuit, dans un théâtre clandestin, ces aînés-là vont décider là, de résister par l'art. La révolte. Exactement. Je vous en dis pas plus. Et donc, au centre de création, là, pendant leur résidence, ils vont venir approfondir donc les relations entre les personnages puis explorer les différents conflits du récit. Alors, c'est les premières étapes là, du projet qu'ils vont présenter sous forme de laboratoire le 17 octobre prochain à 19h30. Ça va être vraiment un rendez-vous là, à pas manquer pour découvrir une démarche artistique vraiment original. Ça va être très intéressant. Donc, deux très belles propositions pour commencer la saison. L'empreinte de Prairie Como, 3 octobre. Vivat Viva, 17 octobre. Exactement. Laurence Bourgeois, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Les butineuses, c'est le titre du plus récent ouvrage de l'autrice philanthropique Ginette Levesque, un recueil de nouvelles qui puise sa matière première dans les odeurs, en particulier celles qui s'impriment dans la mémoire. Elle est avec nous pour en parler, Madame Levesque. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, des nouvelles dans ce bouquin-là, il y en a 22 qui font entre 6 et 8 pages à peu près. Bouquin, je tiens à signaler, très joliment édité. Je salue le travail de votre conceptrice graphique Maryse Pepin à ce niveau-là. D'abord, dites-moi comment est né ce projet-là? Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'explorer ce thème-là? Depuis que je suis toute petite, les odeurs, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore les odeurs parce que je suis un petit peu kinesthésique, bien sûr. Et puis, je trouvais que c'était un beau prétexte pour raconter
toutes de petites histoires, des petits récits de vie. Puis j'ai exploré tout ça avec, évidemment, beaucoup d'humour. Et aussi, ben, je me suis rendu compte que mes voyages, j'étais invitée malgré moi dans mes récits. Donc, oui, c'est vrai, parce que, bon, il y a ça appelle à la mémoire, mais il y a beaucoup de mouvements là, dans ces livres-là. Vos personnages sont souvent ailleurs. Oui, ils se promènent, ils voyagent, comme les odeurs. Oui, comme les odeurs. Est-ce qu'en cours d'écriture, vous êtes devenue plus attentive, justement, aux odeurs, à ce qu'elles évoquaient pour vous? Sinon, comment elles sont arrivées, là, ces histoires-là, à votre Les histoires d'odeurs, ben, c'est sûr qu'il y a des situations qui ont été plus cocasses, entre autres. Là, quand je raconte l'histoire du Maury, c'est quand même quelque chose qui a été inspiré d'un voyage que j'ai fait avec une amie. Puis on a vraiment rencontré un œnologue comme ça, puis qui nous a fait découvrir le vin. Donc, oui, ça, c'était quelque chose. Les autres odeurs, ben, c'est sûr qu'il y aurait... La page couverture, c'est de la lavande. Ouais. J'avais déjà écrit quelque chose sur la lavande en rapport à une petite fille avec qui j'avais été en contact, mais je ne l'ai pas mis dans le livre. Mais toutes les odeurs, moi, les odeurs de terre, les odeurs de fleurs, ça m'interpelle toujours beaucoup. Il y a toujours une petite part de vérité. Là, on est dans la fiction. On est dans la fiction, mais inspiré, comme j'ai bien dit, de gens que j'ai croisés, des histoires qui m'ont été racontées, des trucs aussi dont je me suis inspirée là, de mon vécu, comme le Maury. Là, c'est vraiment une rencontre que j'ai eue avec... Oui, le bourrage de pipe du grand-père, moi, c'est ma nouvelle préférée. Oui, c'est celle-là que vous avez préférée. Absolument, oui. C'est ça. Le geste, en fait. Les Butineuses, c'est votre 7e livre. Oui. Et comme vous l'aviez fait pour les précédents, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous donne le qualificatif d'autrice philanthropique, il y a une partie des profits de la vente qui sont versés à des organismes. Dans ce cas-là, c'est la Société Alzheimer Laurentide. Oui. Pourquoi ce choix? Bien, le choix est venu parce que, spontanément, compte tenu que les personnes qui souffrent de cette maladie-là, souvent, ils ont un problème d'odorat, qu'on appelle l'anosmie. Fait que je trouvais ça un peu normal de m'associer à un organisme, entre autres, de la région, mais aussi pour qui l'odorat, évidemment, c'était important. Puis, je tiens à préciser que l'argent qui a été ramassé, c'était à l'occasion de mon anniversaire sur Facebook et aussi lors du lancement. À ce jour, j'ai 700 $ qui ont été ramassés. Ah, c'est formidable. Ben oui. Le thème de la mémoire, ça revient constamment, ça, dans vos bouquins. Là, je réfère à la série des petits pots de biscuits qui contiennent des récits autobiographiques et dont l'un fait référence à la maladie de la silicose. Qui a particulièrement touché votre famille maternelle. Oui. Vous avez été impliqué, vous, dans une démarche. Il y a eu un événement commémoratif samedi dernier à Amherst. Racontez un peu. Bien, en fait, c'est ça. Samedi, on inaugurait le monument à la mémoire des mineurs décédés de la silicose. Et ce projet-là ça fait 7 ans que je suis impliquée dans le projet de commémoration. Puis c'est à partir du livre que le maire d'Amherst a communiqué avec moi pour qu'on travaille sur ce projet de commémoration. Et on a eu un documentaire, 1948, la silicose. Il y avait le monument. Et il y avait aussi un centre d'interprétation qui était ouvert samedi. Fait que ça faisait comme un peu un tour du chapeau commémoratif, mais partie un peu de l'initiative. Oui. Ben, bravo pour ça. Merci. Ce vendredi 26 septembre, demain, dans le cadre des Journées de la culture, vous allez donner une conférence qui s'appelle « L'inconscient transgénérationnel ». De quoi il s'agit? L'inconscient transgénérationnel, c'est qu'en fait, on regarde l'histoire à partir de nos ancêtres pour comprendre un peu les secrets, les non-dits, tout ce qui nous a été transmis, mais qui n'est pas toujours très conscient. OK. Ben, écoutez, j'invite les gens à lire ce nouveau recueil, Les Butineuses, Ginette Levesque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. L'événement carrière était de passage à Saint-Jérôme ce mois-ci avec la Journée de l'emploi des Laurentides. TVBL s'est déplacé pour l'occasion. Oui, Claude, donc c'est l'occasion pour les chercheurs d'emploi de la région de rencontrer toutes sortes d'entreprises qui embauchent. Alors, je vous présente un compte-rendu de l'événement dans notre reportage de ce soir. L'événement carrière existe depuis 25 ans et on organise différents salons à travers la province. En fait, on vient représenter toute la région des Laurentides. C'est une région qui va très bien économiquement parlant. Donc, on est à un taux de chômage d'environ de 4 %. Donc, c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui à Saint-Jérôme. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va contacter les entreprises. On leur demande justement s'ils ont des besoins ou c'est besoins présents ou futurs.
Et après ça, nous, on s'assure d'un achalandage. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est du maillage. Donc, on a vraiment les entreprises qui ont des besoins. On a des visiteurs, des chercheurs d'emploi qui ont des besoins. Puis là, après ça, bien, avec la promotion puis avec les contacts avec les entreprises, bien, on vient faire ce maillage-là qui est très intéressant, très important pour la vitalité économique de la région. Là. Plusieurs entreprises aujourd'hui qui sont présentes, donc vraiment dans tout Acabie. Il y a de la restauration, il y a des gens qui cherchent plus dans l'industrie manufacturier. Il se trouve à y avoir aussi des OBNL qui viennent offrir leurs services. On a aujourd'hui le Centre d'intégration dans l'emploi, par exemple. Une très belle variété. Donc, on a même la Davy qui se trouve à recruter jusqu'à 1000 emplois dans la prochaine année, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'investissements militaires au niveau fédéral et ils viennent jusque dans les Laurentides, même si leurs sièges sociaux sont principalement à Lévis. Donc, ils sont ici aujourd'hui pour pouvoir présenter leurs différentes opportunités. En faisant 14 événements par année depuis 25 ans, on s'en vient bon au niveau de la logistique. On sait cibler les entreprises qui ont des besoins en recrutement ou du moins qui veulent faire rayonner leur image de marque. Donc, les entreprises qui viennent dans une journée de l'emploi, qui viennent rencontrer en personne des candidats, c'est sûr qu'ils trouvent déjà un bon achalandage. Autour de 750 participants, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir à leur kiosque, donc ça fait quand même un bon ratio pour les entreprises. Mais aussi, les gens qui viennent, c'est des gens qui sont motivés. On est samedi, il fait très beau aujourd'hui, on a quand même cet achalandage-là très important. C'est parce qu'à quelque part, ils ont un besoin à combler. Donc, ils viennent motivés, ils viennent préparer, ils viennent avec leur CV. Donc, le maillage est quand même très intéressant, très facile. C'est un beau mariage qu'on fait entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. On s'inquiétait un peu de la réponse au niveau de l'immigration, à savoir, avec les différentes mesures du gouvernement, qu'est-ce que ça allait donner sur l'achalandage du salon. Et finalement, donc, on est très satisfait. Et les exposants aussi, on a un son de cloche qui est très positif. Donc, nous, on est un centre d'intégration à l'emploi. Puis nous, on offre de l'accompagnement pour la recherche d'emploi. On a différents programmes pour ça. On a aussi des programmes spéciaux, mais en gros, c'est vraiment, nous sommes spécialistes dans l'employabilité. Puis notre accompagnement, c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment à partir des besoins des personnes et à partir de leur donner des lumières, leur donner des pistes, leur donner des ressources, puis voir avec eux étape par étape qu'est-ce qui peut être gagnant dans leur recherche d'emploi ou dans l'intégration dans le marché de l'emploi. On a aussi la clientèle immigrante, donc c'est vraiment la personne qui arrive avec un bagage dans leur pays, puis il faut qu'ils passent à travers par différentes démarches, comme faire valoir ses diplômes, ses expériences. On a un programme pour les travailleurs étrangers temporaires, donc c'est les personnes qui arrivent avec un permis de travail fermé. Et donc, on a un centre d'aide pour les aider à son intégration. Puis, on a aussi un programme pour les femmes immigrantes pour les informer sur les différentes lois et règlements importants du Québec, pour qu'ils sachent qu'est-ce que ça peut aussi retourner au travail, les droits de la femme, que c'est différent de notre pays ou de leur pays. Donc, c'est juste pour les informer par rapport à comment ça fonctionne ici, puis on ne peut pas faire valoir nos droits si on ne les connaît pas. Hein? Donc, c'est vraiment juste des séances d'information. Toujours avec la clientèle immigrante, on a aussi une possibilité d'accompagnement pour la régionalisation. Ça veut dire tous les immigrants qui arrivent en ville, à Montréal, puis à un moment donné, ils commencent à découvrir, puis ils disent pourquoi pas aller plus loin, puis les possibilités d'emploi, qu'est-ce que ça peut être. Donc, on a un programme pour ça, pour les aider à connaître la région de Laurentides, puis qu'ils puissent vraiment prendre une bonne décision de vers où je m'en vais en considérant tout ce qui est important pour moi. C'est toujours une belle expérience, sortir de cette idée-là de que le travail, il faut que ça soit dans ce secteur-là. Non, il y a des autres possibilités d'ailleurs, il y a des autres opportunités qu'ils puissent avoir pour moi. Pour l'occasion, les organismes accompagnaient à l'événement une quarantaine de personnes issues de l'immigration venues de Montréal et qui étaient intéressées à s'installer en région. Alors, après avoir fait le tour du salon, ils ont eu droit à une visite guidée de Saint-Jérôme pour leur faire découvrir la capitale régionale et qui sait peut-être leur donner le goût de s'installer dans les Basses-Laurentides. Le prochain salon d'événements carrière aura lieu à Montréal le 9 octobre au Palais des Congrès. Clara, vous êtes à la barre d'une nouvelle émission qui s'appelle Perspective, qui va être présentée tout de suite après ce bulletin. Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots? Oui, Claude. Alors, chaque semaine, on creuse un sujet d'actualité des Basses-Laurentides. Alors, on va parler de plusieurs choses durant la saison, mais cette semaine, on commence en parlant de politique municipale. Alors, ça peut mettre en appétit un peu pour la campagne électorale qui s'en vient. Alors, on répond à certaines questions. Pourquoi est-ce que les électeurs votent moins aux élections municipales? Pourquoi manque-t-il de candidats? Alors, voilà, on met un peu la table pour la campagne qui s'en vient. Merci Clara, bon succès avec cette émission. Merci. Et bonne fin de semaine. À vous aussi.
Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, on vient de vous le dire, l'émission Perspective suit à l'instant. Je vous invite à consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et à regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.